Donc effectivement, le sol, on est en train de redécouvrir le sol, hein. Euh, Pendant longtemps, ça a été considéré comme un support. Maintenant, c'est un facteur de production qui est un milieu vivant, évolutif et fragile. Il sert à la fois à stocker, mais aussi à relarguer des fertilisants et de l'eau. Et l'idée de voir quelle marge de progrès on a par rapport à ça vient sous le sens quand on parle de recherche-développement et de solutions pour la gestion de l'eau. Donc les questions qui se posent, c'est effectivement éviter de réduire la capacité de solution de stockage de l'eau dans le sol, c'est améliorer son stockage, hein, et c'est aussi quelle résilience on peut avoir quand effectivement sa capacité a été atteinte, hein. Donc toutes ces questions sont effectivement des questions en perspective, mais pour lesquelles on commence déjà à avoir du travail de fait, hein. Je vais appeler, donc je vais vérifier que vous êtes bien là, Joséphine Peigné, Oui, tu es là, Yves oui, Pousset. je ne peux pas mettre la vidéo. Ah, attends, je fais déjà. Joséphine est là. Yves, tu es là. Yves Pousset. Benoît Chauvin, Burtot. Oui, bonjour. Bonjour. Dominique Berry. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, bon, j'espère que Yves va pouvoir se connecter. On l'avait tout à l'heure en ligne, hein. Donc, la règle Est-ce du que jeu, vous c'est... m'entendez? Je suis connecté. Très bien, merci. C'est bon. Donc Très globalement, bien. bon, on a à la fois des chercheurs et des gens du conseil, hein, qui vont nous présenter des choses. L'idée, c'est que les chercheurs nous présentent leurs problèmes, leurs problématiques, les résultats qu'ils ont à disposition et l'utilisation de ces résultats par les conseillers. Et les conseillers eux-mêmes, c'est quelles utilisations des projets de recherche ils ont et les interrogations par rapport à leurs besoins de R&D, hein. Donc les petits pitchs qu'on leur demande sont tournés autour de ça. Peut-être qu'on aura le temps après, puisque j'ai bien compris, on a encore 1 heure de rassembler toutes les questions, Séverine, hein. Peut-être des 2 premiers ateliers si on a un peu de temps, hein. Et J'espère. pour ne pas perdre de temps, donc, je vais déjà laisser la parole à Joséphine Peigné, qui est enseignante-chercheur à l'ISARA, spécialiste d'agronomie, d'agriculture biologique et de sol, hein, qui va nous faire un petit panorama sur les travaux qu'elle mène. Vas-y, Joséphine. Toi. Oui, bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend. Très bien. D'accord. J'avais un petit diaporama, une petite diapo, je crois. Il va être présenté là, en ligne. Voilà. Donc, voilà, Joséphine Peigné d'Isara Lyon, donc enseignant-chercheur en agronomie. Donc, on nous a demandé de présenter un peu nos travaux qu'on menait en lien avec la gestion quantitative de l'eau, sachant qu'on travaille essentiellement, nous, plutôt sur le sol. Et donc, je vais parler du sol et bien sûr le lien avec l'eau, mais on ne mesure pas la quantité d'eau dans les sols, dans nos travaux, juste un point de précision. Donc, on peut passer à la diapo. Alors, c'est décalé. Bon. Donc, en fait, nous, depuis à peu près une vingtaine d'années, on mène des travaux sur les techniques de travail du sol, et plus particulièrement les techniques sans labour. Donc, dans le cadre de l'agriculture biologique, à 80% et 20% dans l'agriculture conventionnelle. Et on étudie beaucoup ces techniques sur la fertilité du sol dans sa globalité, avec un zoom quand même sur le tassement du sol. Donc, quel est l'effet de ces techniques sur le tassement du sol et l'enracinement. Donc là, c'est juste des travaux qu'on a menés, par exemple, sur des fluvisols, donc des sols qui sont sur la commune de Thil, dans l'Ain, ceux qui connaissent, en région Aura, des sols qui sont très sensibles au tassement, plutôt sablo-limoneux. Et donc, on voulait voir si les techniques de travail du sol, donc on a mis des essais en place il y a une quinzaine d'années. On compare différentes techniques de travail du sol, donc des labours profonds, tels qu'ils étaient utilisés à l'époque, un labourdi agronomique, donc 18 cm, des labours réduits, sans rasette, donc on a moins de dilution des matières organiques, donc justement aussi préserver les teneurs en matière organique avec les techniques de labour. Un travail du sol superficiel de 17 un chisel, où là on laisse la matière organique en surface, et un travail du sol très superficiel, là on gratte juste le sol. On voulait aller vers du semi-direct, mais pour les conditions de l'eau, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc là c'est vraiment l'idée, on touche pratiquement pas le sol et on laisse toute la matière organique en surface. Donc ce qu'on a observé sur une quinzaine d'années, c'est qu'on a en termes de teneur en matière organique, là, il y a pas on a bien progressé sur les 15 premiers centimètres
du sol, avec les techniques sans labour. Par exemple, avec le labour, on est à une teneur aujourd'hui de 1,7% sur les 15 premiers centimètres, alors qu'avec le travail très superficiel, on est à 2,8%. Donc, on a pris 1% de matière organique. On a fait aussi des études sur les stocks de carbone. Et donc, on passe de 12 tonnes hectares sur 10 centimètres avec le labour à 17 tonnes. Donc, on augmente les teneurs. Donc, derrière, on devrait augmenter la rétention en eau. Ça, c'est les aspects positifs en termes de gestion des sols et derrière potentiellement de stockage de l'eau. Par contre, ce qu'on a observé dans ces sols, c'est un aspect un peu négatif, c'est un tassement plutôt sous les horizons travaillés qui se met en place dans les techniques sans labour. Là, c'est des petites photos que je vous montre de test bêche, mais on voit déjà le tassement qui apparaît dans les techniques sans labour. Et ce petit graphique tout petit, vous ne pouvez pas bien voir, mais juste, on a une réduction de l'enracinement derrière. Là, c'était un blé. Donc, des systèmes racinaires qui sont moins développés dans ces techniques-là. Et donc, bien que l'enracinement maximal, on va dire, soit le même, on s'arrête globalement le sol à ce niveau-là. Après, on a des graviers. Mais on a beaucoup moins de racines. Et donc là, ça pose question en termes de réserve utile plus en profondeur avec ces techniques-là. Donc de ces travaux, on a poursuivi avec le développement. Donc on a un projet en cours qui est financé par Pépite, donc en région Aura, qui est mené par la Chambre de l'Isère, Jean-Pascal Mur, où on va aller regarder chez les agriculteurs les effets du tassement dans différents systèmes de culture qui utilisent le non-labour et voir l'effet du tassement sur le système racinaire, la RU. Et puis là, on va essayer de mettre en place des actions de remédiation, de décompactage et pas que, avec aussi des couverts, utiliser les différentes solutions qui ont été abordées là précédemment et voir ce que ça va donner 1 an, 2 ans après sur le tassement et sur la RU. Est-ce qu'on a une amélioration ou pas de la RU? Voilà, je vais m'arrêter là, on n'a pas beaucoup de temps. RU, réserve utile du sol, oui. Je le précise. Voilà. Réserve utile du sol. Réserve utile du sol. Donc, le stock potentiel d'eau dans les sols. Donc, améliorer le stockage de l'eau dans les sols. Je vais m'arrêter là, Jean-Marie. Merci. Je pense qu'on aura un petit temps pour les questions après pour aller plus loin. Bon, l'idée n'est pas de présenter effectivement tous les résultats, mais un panorama rapide de ce que vous faites et qu'on aura l'occasion de sans doute d'approfondir et de compléter, parce que l'idée c'est vraiment de voir comment on peut compléter ces travaux dans le cadre de nos dispositifs régionaux, et c'est ce qu'on verra en septembre prochain, enfin à fin septembre. Je vais passer la parole à Yves Pousset maintenant, qui est ingénieur régional Arvalis, spécialisé, donc Institut technique des grandes cultures, spécialisé notamment en gestion de l'eau, et qui va nous faire également un panorama de ce qui se fait dans son secteur d'activité au niveau de la région, notamment au niveau de la station Syntex-Innov. Vas-y Yves, tu as la parole. Tu nous entends, Yves? Il faut réactiver le micro, peut-être. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'avais oublié de réactiver le micro. Oui, merci. Donc, je disais bonjour à tous. Ce qui concerne la réserve utile et améliorer la réserve utile des sols, qu'est-ce que nous faisons à Arvalis? Je crois que j'avais un visuel, je ne le vois pas. Est-ce qu'il peut passer? Donc, en fait, il doit... Voilà. Ah non, c'est pilotage, c'est la dernière vidéo, la dernière diapo, s'il vous plaît. Si tu peux avancer encore un petit peu. Encore un petit peu. Parce que je participe à l'autre table ronde aussi, donc j'ai préparé quelque chose. Voilà. Voilà, donc levier d'action sur la réserve utile. Donc c'est un visuel qu'on avait présenté au colloque irrigation qu'on avait réalisé il y a déjà 2 ou 3 ans sur la région. Donc en fait, augmenter la réserve utile, qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc en fait, c'est très difficile. En fait, on sait que c'est la matière organique qui va jouer un grand jeu, et donc c'est essayer d'augmenter le taux de matière organique pour gagner un petit peu de réserve utile.
C'est donc on sait que c'est difficile, c'est long, hein, c'est à l'échelle d'une vie hein, pratiquement, et donc on voit, voilà, ça peut être coûteux et difficile d'augmenter comme ça la réserve utile. Ce qu'on peut, on a un peu travaillé sur le rétenteur, mais de façon très superficielle. Donc ça sera peut-être une voie à explorer. On verra les résultats qui peuvent être fournis par ailleurs. Et puis, bien sûr, on a un petit travail sur moins d'évaporation. Hein. Donc, qu'est-ce que ça peut donner le fait de mulcher, par exemple? Est-ce qu'on peut limiter l'évaporation de l'eau? Et donc, on a des travaux qui sont encore à Ravalis. En fait, nous, on pense, comme vient de le dire Joséphine, hein, que c'est bien en améliorant l'extraction de l'eau par les racines et en explorant un petit peu mieux le volume de sol qu'on pourra augmenter la réserve utile et augmenter la capacité des plantes à pouvoir le travailler. Donc il y a plusieurs voies, hein, donc c'est des stimulateurs d'enracinement. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé de produit miracle. La sélection variétale, donc ça a été exprimé par Vincent Tardif tout à l'heure. Donc ça, c'est une voie sur laquelle on travaille aussi. Il y a de nombreux travaux hein, donc sur la tolérance variétale, que ce soit en céréales ou en maïs, la tolérance variétale au stress hydrique. Hein. Mais surtout, nous, ce qu'on dit à Ravalis, hein, c'est qu'il faut veiller à préserver la structure du sol pour qu'elle soit favorable à l'exploration racinaire et que les plantes puissent avoir le maximum de réserves utiles à leur disposition. Donc, je reviens pas. On a une ingénieure qui est spécialisée sur l'aspect tassement du sol. Donc, je redécris pas ce qu'elle fait parce que c'est un peu Joséphine vient de le faire, mais on a quand même quelqu'un qui travaille là-dessus. Hein, donc, l'aspect tassement. Donc, on peut la contacter pour qu'elle nous fournisse des données d'expérimentation et puis des conseils. On a la chance, c'est une référente nationale, mais elle est basée à Saint-Beauzire. Surtout, ce qu'on fait, on s'est pas mal engagé à Ravalis sur quelles peuvent être un petit peu l'influence des nouvelles techniques qui ont tendance à se développer dans les systèmes de culture céréaliers, hein, notamment on pense au semis direct, au semis sous couvert vivant, à l'allongement des rotations, à l'allongement des cultures. Hein. Donc en fait, toutes les techniques qu'on regroupe sous le vocable d'agriculture de conservation des sols. Hein. Donc on a un projet sur lequel je mets un peu plus l'accent qui est situé dans le sud-est, hein, donc qui s'appelle CELISCO. Donc ce projet avec le soutien de l'agence hein, donc vise un peu à essayer de documenter, d'objectiver ce qui se passe sous ces systèmes de culture dits innovants, notamment au niveau de modification du sol, modification de la matière organique, modification physique, augmentation de l'activité biologique des sols. Donc en fait, tout ce qui fait que la structure du sol va être meilleure et que peut-être les cultures de rente vont pouvoir mieux explorer le sol et mieux utiliser l'eau qui est disponible. Donc ça, c'est un projet qui a été initié en 2018, qui va se terminer en 2021, qui regroupe donc Arvalis, qui regroupe AgroSolutions, Dijon Céréales et donc l'INRA qui va faire toutes les mesures. Donc l'équipe d'Isabelle Cousin là qui va faire des mesures de profil pédologique et puis d'humidité du sol. Donc ce projet sera fini en 2021, donc c'est à partir de cette date-là qu'on pourra avoir quelques résultats, mais c'est quand même assez intéressant et voilà, on a quand même beaucoup d'interrogations sur ce type de rotation, ce type de système de culture innovant, et donc voilà, on espère avoir des résultats à fournir bientôt. On avait participé, mais c'est un petit peu plus loin de la région, au projet Bagage de l'agence, piloté par l'agence de l'eau à Dour-Garonne avec l'INRAE. Donc, il y a aussi des résultats qui seront disponibles dans le sud-ouest sur un peu le même thème. Hein. Donc, est-ce que des systèmes de culture innovants peuvent apporter des éléments sur l'augmentation, enfin sur la circulation de l'eau dans le sol, la rétention de l'eau dans le sol, etc., etc. Donc voilà un petit peu brosser rapidement le portrait de ce qu'on fait. En fait, je suis pas du tout exhaustif hein, parce que dans toutes les régions d'Arvalis, il y a des travaux qui sont menés dans ces domaines-là. Donc en fait, après, il faut revenir vers nous au coup par coup pour voir ce qui va se faire, pour voir ce qui s'est fait.
Pour demain, nous, à Arvalis, on a un projet sur la région dans le cadre du réseau Digiferm et donc aidé par Pépite. Donc, c'est un travail sur la variation intraparcellaire de l'irrigation, donc la modulation intraparcellaire de l'irrigation, c'est-à-dire bien connaître la RU des sols par différents moyens, résistivité, conductivité, pouvoir construire des cartes de réserve utiles et puis ces cartes les intégrer dans l'appareil qui va piloter un pivot, qui va piloter une rampe d'irrigation et laquelle rampe sera capable de moduler les apports d'eau en fonction du niveau de réserve utile qu'elle aura en dessous d'elle. Donc, repérage par GPS, etc., etc. Donc, on va entamer ce travail en 2021 pour voir l'intérêt de ces dispositifs-là, notamment est-ce que on peut objectiver, est-ce qu'on peut documenter ce qui se passe et est-ce que vraiment il y a un gain à moduler l'irrigation à l'intérieur de la parcelle quand la parcelle est très hétérogène. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé mes 5 minutes. Non, merci, mais voilà, merci Yves. De toute façon, tu vas réintervenir cet après-midi et une partie de ce que tu dis là est aussi en lien avec ce dont tu vas parler cet après-midi. J'avais juste une chose à dire, c'est juste ajouter qu'on travaille aussi sur l'optimisation, ça a déjà été dit plusieurs fois, mais sur l'optimisation des assolements, je pense que c'est une voie sur laquelle il faut qu'on travaille tous collectivement pour bien gérer la ressource et la disponibilité en eau. Effectivement, il y en a qui a été évoqué tout à l'heure dans les systèmes de production. Et c'est vrai que c'est difficile de séparer la notion système de production et prise en compte du sol. Et on a effectivement segmenté ça pour pouvoir laisser la place à différents points de vue, mais il y en a quand même pas mal qui sont complémentaires et qui doivent être traités ensemble dans des programmes de recherche et développement. Je vais passer la parole à Benoît Chauvin-Burtot, qui est conseiller à la Chambre d'agriculture de la Drôme, spécialisé en culture, spécialisé justement, qui va nous parler du programme 4 pour 1000. J'ajoute que Benoît Chauvin-Burtot est aussi féru de nouvelles technologies, c'est aussi un de nos poissons pilotes en la matière. Vas-y Benoît. Merci beaucoup Jean-Yves. Bonjour à tous. Déjà, merci d'organiser ces tables rondes et ces échanges aujourd'hui. On a vraiment sur des thématiques fondamentales comme ça un besoin de connecter tout ce qui se fait et c'est bravo et merci d'avoir organisé cette journée. Donc, je suis conseiller en arboriculture fruitière et je suis aussi des groupes de producteurs qui sont engagés dans des démarches de différenciation, des démarches de terroir, des démarches de signes officiels de qualité. Et ces producteurs-là, donc notamment, si on peut passer à la diapo suivante, en 2018, donc notamment avec un groupe de producteurs qui travaille où on travaille sur l'abricot des baronnies. On a rejoint donc le consortium de la démarche 4 pour 1000. Alors la démarche 4 pour 1000, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une démarche qui a été lancée en 2015 lors de la COP 21. On est en plein dans le thème parce que c'est vraiment à la base une étude de chercheurs de l'INRA de 2013, il me semble, qui a montré que sur cette problématique du réchauffement climatique, qui a été évoquée en introduction et qui évidemment est en lien direct avec notre problématique de l'eau, que l'agriculture pouvait être la solution au problème. Bon, annoncé comme ça, c'est un peu direct, un peu rapide, mais donc ça a été, il y a vraiment un travail de recherche fondamental qui a été fait, qui a montré à l'époque que si on augmentait la teneur en carbone des sols de 4 pour 1000, une croissance annuelle de 4 pour 1000, on stockait l'équivalent, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, donc de dioxyde de carbone notamment, dans l'atmosphère. Donc ça, c'est vraiment le grand principe. Donc, un petit cocorico pour la recherche française quand même, pour l'INRA, cette démarche 4 pour 1000, une démarche lancée par la France, mais vraiment internationale, et qui a été mise à jour notamment par encore une étude de 40 chercheurs de l'INRA en 2019, qui a complémenté leurs premiers travaux sur toute cette gestion du carbone, du carbone dans le sol. Donc, cette démarche, il y a un principe de base. On augmente la teneur en carbone du sol et avec cette idée d'augmenter la fertilité des sols.
évidemment de nourrir 9,5 milliards de personnes. Et cette fertilité des sols, elle passe évidemment par un stockage accru de l'eau. Je n'ai pas précisé que le secteur sur lequel j'interviens, on est vraiment sur le sud de la région. D'ailleurs, j'ai énormément de sollicitations sur les cultures. On voit, c'est une réalité aujourd'hui. Il ne se passe pas une semaine sans que j'ai plusieurs appels sur les cultures méditerranéennes dans tous les départements, beaucoup plus au nord de notre région. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire aussi. Mais enfin, sur mon secteur, on est à 75% de surfaces qui sont non irriguées. Donc clairement, si on prend donc sur les prévisions qui sont faites par le Climax, notamment l'étude qui a été faite là par les chambres d'agriculture, donc si on a plus de 2,5 degrés sur ces parcelles qui sont pas irriguées, on ne peut pas ne rien faire. Ça, c'était le constat de départ. Et le constat de la matière organique a été, si on peut passer à la diapositive d'après, le constat sur la matière organique a été identifié comme le levier principal de résilience par rapport à ce changement. Ça a été évoqué dans les présentations précédentes. Pour faire simple, grosso modo, plus 1% de matière organique dans un sol, c'est une capacité de stockage en eau de plus 20%. Nous, on est clairement, et je pense que on est assez représentatif de ce qui s'est passé en agriculture. Je dis souvent producteur, on a bouffé l'héritage. Clairement, on est parti il y a 30-40 ans sur des systèmes agronomiques où l'élevage était beaucoup plus présent, où les teneurs en matière organique de nos sols étaient élevées. Bon, depuis deux générations, on a mangé l'héritage. Donc clairement, aujourd'hui, il faut refaire les stocks. Donc le principe de 4 pour 1000, c'est, vous l'avez compris, stocker le carbone de l'air, donc par la photosynthèse. Je ne sais pas si j'ose vous rappeler l'équation chimique de la photosynthèse, mais pour moi, tout est dans ces 4 molécules, tout est dit. Je prends 6 atomes de carbone, je prends 6 atomes d'eau, et avec un peu de lumière, même beaucoup de lumière, je fais une molécule de glucose et une molécule d'oxygène. Ça, c'est tout simplement... tout est là. Et clairement, comment on va favoriser ça et ce stockage de carbone dans les sols? Les leviers qui sont identifiés, vous les avez là sur la diapo. Vous avez donc c'est favoriser les apports de matière organique, c'est couvrir les sols nus, c'est travailler sur les enherbements intégral. Donc ça rejoint d'autres problématiques de disparition de désherbants. Des couverts végétaux sont un axe fondamental. Vous voyez des photos là de cultures fruitières où on va aller développer des couverts végétaux. L'objectif, il est ambitieux. Aujourd'hui, on est à 2% de matière organique. On veut monter à 5% de matière organique dans nos sols à 5-10 ans. Donc ça veut dire, ça passe par clairement aller produire de la biomasse sur nos parcelles, et cette biomasse, on vise 15 tonnes de biomasse de matière sèche par an. Travailler sur les biochars, travailler sur les bactéries au sol. Donc tous ces leviers-là vont nous permettre de... Il reste 1 minute, Benoît. Ok, d'augmenter la matière. Donc nos besoins aujourd'hui, très clairement, la démarche, donc on a eu une première déclaration d'intention, on a rejoint ce mouvement, cette démarche 4 pour 1000, qui n'aura d'impact que si elle est collective, si vous l'avez bien compris, si on veut jouer sur le climat et jouer sur la fertilité des sols, c'est en y allant tous qu'on aura un impact. Et donc aujourd'hui, on met en place, donc les producteurs sont hyper motivés. On a un phénomène aussi générationnel qui est, je trouve, passionnant, c'est-à-dire que moi, tous les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, aujourd'hui, ces questions-là d'agriculture de conservation, d'arboriculture, d'agriculture du carbone, c'est vraiment ce qui les motive à venir dans l'agriculture. Donc, c'est un vrai facteur générationnel à ne pas négliger. Donc, aujourd'hui, il y a plein d'essais qui se font chez les producteurs. C'est par tâtonnement. Je prends un exemple. J'étais hier chez un producteur. Il avait fait des couverts végétaux. Il avait mis des thermomètres pour mesurer la température. Il avait 12 degrés cet été, il a eu 12 degrés d'écart entre la partie couverte à 10 cm dans le sol. 12 degrés d'écart entre la partie traditionnelle, travaillée, et la partie couverte. Mais il me dit, voilà, j'ai un thermomètre, je suis pas du tout sûr de ma mesure, il faut aller faire des répétitions, des choses comme ça. Donc clairement, aujourd'hui, on a un besoin de quantifier, d'accompagner les producteurs, ils sont, mais on a besoin vraiment d'aller chercher, de mesurer des paramètres, combien de biomasse j'ai mesuré, comment ma matière organique évolue, quel est l'impact sur ma réserve utile. Voilà, ça c'est vraiment, on a un gros besoin
d'expérimentation, de donner une dimension. Alors, il faut rester chez les producteurs, je pense, parce que c'est là que ça... Enfin, c'est en complément des stations expérimentales, bien sûr, mais ce qui se passe aujourd'hui chez les producteurs, il faut en profiter, très clairement. Mais par contre, il faut qu'on les accompagne en termes d'animation, de diffusion, mais il faut aussi qu'on les accompagne en termes scientifiques sur des mesures, pour qu'ils voient un peu plus clair sur ce qu'ils mettent en œuvre. Merci. Donc, là, Benoît, je suis obligé de t'interrompre là pour laisser la place aux autres. Je pense qu'on aura un peu de questions, mais je pense que ce que tu viens de dire est très important. Il y a besoin de travailler chez les agriculteurs. Et avec les agriculteurs sur des expérimentations, ça n'exclut pas le travail en station expérimentale, et il y a sans doute à travailler sur des projets qui permettent d'associer les deux. Tout à fait. C'est un point important. Pour compléter ce panorama rapide, je vais demander à Dominique Berry, qui lui est conseiller maraîcher à la Chambre d'agriculture du Rhône et qui est très intéressé par ce domaine-là, de nous parler de travaux qui ont été faits dans le cadre de la station expérimentale Sérail il y a quelques années sur la matière organique, mais qui restent encore d'actualité, et du lien que ça a avec le Conseil et les interrogations qu'il pose en complément par rapport à de nouveaux programmes expérimentaux. Dominique, tu es là? Oui, je suis là. Ben, tu as la parole. Bonjour, merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis conseiller en maraîchage à la Chambre d'agriculture du Rhône. Mais dans les années précédentes, j'ai eu l'occasion de travailler en expérimentation, et c'est notamment pour ça qu'on m'a sollicité pour revenir sur des éléments de travaux qui ont été conduits il y a déjà quelques années. Donc ça date un petit peu, mais on peut, je pense, effectivement en tirer des éléments d'information pour les pratiques de gestion de la matière organique dans les sols maraîchers. Donc peut-être qu'on peut montrer la diapo. J'ai fait juste une diapo très, très, très succincte pour dire que effectivement, dans les problématiques maraîchères ne sont pas forcément spécifiques par rapport à d'autres systèmes. Par contre, comme un certain nombre de systèmes ont été évoqués au cours des interventions précédentes, il n'y avait pas eu dans la table ronde précédente de système légumier de présenter, donc c'est l'occasion de l'évoquer là, avec sur ces systèmes légumiers, maraîchers, on va dire, quand même des situations où, à l'intérieur de ce qu'on appelle le légume, des systèmes qui peuvent être très différents, et on pourrait distinguer, alors, pas forcément des différences en termes de problématiques de questionnement vis-à-vis de la gestion de l'eau et de l'irrigation, parce que contrairement à par rapport à ce que pouvait dire Benoît juste avant, où on a des systèmes avec les cultures non irriguées, pour ce qui est de la production de légumes aujourd'hui, on peut considérer que l'eau d'irrigation est indispensable aujourd'hui à la production de légumes. Donc on est dans des systèmes quasiment à 100% irrigués. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ce sur quoi on va donc des systèmes différents, des systèmes légumiers de plein champ qui se différencient, je pense, de beaucoup, en tout cas en termes de solutions à explorer, d'autres qui se différencient beaucoup des systèmes maraîchers diversifiés, avec des approches certainement très, très différentes en termes de moyens à mettre en œuvre. Ce sur quoi on a pu travailler sur ces dernières années, donc par rapport à la problématique de cette table ronde de stocker l'eau dans le sol et améliorer la réserve utile, effectivement, on a travaillé sur une expérimentation longue durée à la Sérail, donc dans l'ouest lyonnais, station régionale d'expérimentation en maraîchage, entre 1995 et 2009, donc sur une période qui a couru sur 15 ans, un essai longue durée, qui a montré un certain nombre d'impacts et d'effets d'apports réguliers annuels de matière organique dans des sols maraîchers, dans un système en rotation maraîchère. Et je vous ai mis simplement les références là, dans la deuxième partie de la diapo, avec la problématique évoquée et on va dire le principal résultat qui peut être à retenir de ces travaux en termes de stockage de l'eau, c'est qu'effectivement, sur des apports annuels de matière organique à raison environ de 3 tonnes de carbone par hectare et par an
pendant 15 ans, on a effectivement augmenté le taux de matière organique du sol et augmenté de façon relative, on va dire, la capacité de stockage de l'eau de ces sols, donc la réserve utile qui a été mesurée sur 2 périodes, au bout de 10 ans et au bout de 15 ans d'expérimentation. Et on a montré effectivement ce phénomène d'augmentation de la réserve utile, qui est le principal élément. Le deuxième élément que je n'ai pas cité sur la diapo, c'est aussi, outre l'augmentation de la réserve utile, c'est l'amélioration de la capacité d'infiltration de l'eau dans le sol. Donc une meilleure infiltration qui permet d'éviter les phénomènes d'engorgement ou de limiter les phénomènes d'engorgement et les phénomènes de ruissellement de surface. Donc paramètre qui est aussi important en termes de capacité de mise à disposition de l'eau aux plantes. Donc voilà pour ce travail. Vous pouvez retrouver toutes les références en allant sur le site du PEP au niveau de la Sérail, de la page Sérail, et en consultant à la demande les mémoires de fin d'études qui ont été faits, un premier au bout de 10 ans, mémoire de fin d'études Isara de Jean-François Vian et d'Olivier Demarle, et puis au bout des 15 ans, c'était un mémoire Agrocampus Ouest avec Sophie Dragon. Voilà pour les références. Et pour aller un petit peu au-delà de ce travail-là, c'est vrai qu'en termes de développement aujourd'hui, par rapport à ces problématiques de gestion de la matière organique et de gestion de l'eau et de l'irrigation et de l'eau dans les sols, il y a pas mal de travaux qui partent dans différentes directions, mais toutes se retrouvent un petit peu autour de problématiques qu'on pourrait appeler relevé de l'agriculture de conservation, comme ça a été évoqué dans beaucoup d'interventions précédentes. On a pas mal de choses qui se font autour de la réduction du travail du sol, de l'implantation ou de tentatives d'implantation dans des couverts ou vivants ou morts. On a vu qu'en grande culture, c'était pas forcément évident. On voit qu'en maraîchage, c'est aussi très compliqué. On a les différents mouvements de maraîchage sur sol vivant, on pourrait parler de permaculture, on pourrait parler d'un certain nombre de choses, mais toutes ces approches-là visent à réduire un petit peu le travail du sol, visent à maintenir la matière organique dans les sols, avec notamment cet objectif de stockage de l'eau. Et c'est, je pense, en termes de développement aujourd'hui, enfin de recherche, d'expérimentation, pour à terme du développement de ces approches-là, je pense qu'il y a vraiment un travail important à faire sur ces méthodes qui permettent de stocker la matière organique et de limiter les pertes en eau. Je pense que c'est vraiment le travail qu'il y a à faire. Je rejoins aussi Benoît qui disait tout à l'heure pratiquement en conclusion qu'il fallait faire de l'expérimentation en station, mais aussi très certainement se rapprocher des travaux que font les agriculteurs chez eux et les accompagner. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans ce sens-là. Et donc, on est effectivement sur les mêmes approches dans les différentes filières. Voilà, je pense que je ne vais pas en dire plus. Merci Dominique. Avant de passer à la restitution graphique et éventuellement aux questions, moi, ce que je retiens de ce que tu nous as dit sur le principe expérimental, c'est que c'est quand même 15 ans de travail, 15 ans d'observation. Et ça m'interroge aussi sur la durée de ces expérimentations nécessaires, tant en termes de système que de sol, au regard des logiques d'appel à projet qu'on a, qui sont relativement courtes et qui n'intègrent pas cette notion de temps long financièrement dans la mise en œuvre des dispositifs, pour lesquels on a des fois du mal. Je vous remercie pour ces approches très convergentes d'ailleurs, hein, et très en lien aussi avec la table ronde numéro 1. Séverine, je te laisse la parole pour continuer l'animation générale. Oui, du coup, voilà, on va arriver à l'issue de notre matinée, mais du coup, on a encore un quart d'heure
D'abord pour que Romain puisse nous présenter sa vision graphique de cette deuxième table ronde. Et puis dans un second temps, on pourra reprendre des questions. Donc Daniel, on te laisse nous organiser toutes ces questions pour mettre en avant peut-être les plus pertinentes au regard de notre cadre pépite. Donc voilà, Romain, on te laisse l'écran. On vous laisse, pardon. Normalement, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Deuxième table ronde, cette fois-ci, donc sur comment améliorer la réserve utile, stocker l'eau dans le sol. Un résumé des 4 interventions auxquelles vous avez pu assister. La première, c'était Joséphine Peigné qui nous a partagé sa synthèse sur une étude des techniques sans labour et donc des impacts sur le sol avec des observations très marquées sur une augmentation du rendement, plus de matière organique, notamment sur la couche des 15 premiers centimètres, et puis en contrepartie, un moins bon enracinement du fait du tassement des sols. Cette étude-là doit être sera poursuivie avec le suivi de la réserve utile chez les agriculteurs pour sortir des zones expérimentales. Notre intervention qui est venue compléter donc celle d'Yves Pousset sur qui nous a présenté les travaux qui mènent pour augmenter la réserve utile. Donc globalement, il y a beaucoup de résultats qui vont arriver bientôt, des résultats beaucoup plus précis, mais c'est vraiment l'objectif, c'est de l'augmenter. Et globalement, c'est assez long, avec des points à garder en tête il faut préserver une structure favorable aux racines. Donc ça vient en écho à ce que disait Joséphine Peigné. Et il vous a présenté un certain nombre de choses qui allaient arriver. Notamment en 2021 sur des cartes sur les réserves utiles et un rappel sur une vraie piste qui est l'optimisation des assolements. Benoît Chauvin-Buteau nous a présenté la démarche 4 pour 1000, dont le principe c'est d'augmenter la teneur en carbone et qui pourrait aussi être résumé en disant que l'agriculture c'est un peu la solution au problème sur le changement climatique. Qu'il a résumé par plusieurs chiffres que j'ai repris, notamment que l'augmentation d'1% de la matière organique, c'est plus 20% d'eau dans les sols, et que l'ambition, c'est vraiment de passer de 2 à 5% de matière organique dans les sols, en gros, pour reconstituer les réserves qui ont été grignotées dans les dernières années. Le principe finalement de la démarche 4 pour 1000 est assez simple, c'est c'est vraiment de travailler sur la photosynthèse, donc notamment sur les couverts de sol, donc de réinjecter du carbone par la photosynthèse, et avec un rappel que ces résultats seront observables si tout le monde y va. Voilà. Et donc il y a un vrai sujet de travailler cette approche avec les agriculteurs. Et la dernière intervention de Dominique Berry qui est venu clôturer cette table ronde pour nous parler des systèmes légumiers qui globalement sont soumis exactement aux mêmes contraintes et aux mêmes besoins que tous les autres systèmes, sur l'expérimentation qu'ils ont montrée, ils ont permis sur une observation de 15 ans, ça a été rappelé que c'est une période longue d'observation, mais la réserve utile a véritablement augmenté. Donc il y a globalement un état d'esprit très ouvert sur la récupération de tout ce qui peut se faire de bon et d'intéressant sur l'amélioration de la réserve utile. Donc c'est tout à fait applicable en système légumier. Voilà. Merci, ça nous donne une bonne vision de cette deuxième thématique. Alors, avant de passer aux questions, puisque je ne sais pas exactement quand le webinaire coupe, mais je pense qu'officiellement à 12h20, on sera tous déconnectés. Juste pour vous annoncer déjà qu'ensuite, on va avoir donc une pause déjeuner et qu'on se retrouvera pour démarrer à 14h. Donc, je vous invite tous à vous reconnecter à 13h45. Donc, pour les intervenants sur les liens qu'on vous a envoyés par mail et pour vous qui suivez ce webinaire, sur le lien sur la chaîne Libcast que vous avez reçu. Je tiens à dire que notre journée avait vraiment pour objectif de décloisonner, de faire se rencontrer les différentes filières, les différents organismes, la recherche, le conseil, les organismes de développement,
Et donc, même si cet après-midi, les tables rondes ne concernent pas votre sujet premier de recherche, on vous invite fortement à suivre de toute façon ces sujets pour justement ouvrir nos champs, nos perspectives d'action, puisqu'il y a souvent des actions qui peuvent être conduites en lien et de façon beaucoup plus transversale. Voilà, du coup, Daniel, je vais me tourner vers toi par rapport aux questions. Donc, il est pas loin de 12h10. On aurait une dizaine de minutes là pour pouvoir regarder un peu les questions qui nous ont été envoyées et essayer déjà de donner quelques éléments de réponse, sachant que tout sera repris pour la journée du 28 et que vous aurez aussi accès aux différents documents. Oui, tu m'entends? C'est bon? Alors, sur le retour des questions, elles étaient assez nombreuses sur la première table ronde et finalement, peut-être le fait d'annoncer qu'elles seront traitées plus ultérieurement, j'en ai eu très peu sur la deuxième table ronde, malheureusement. Ceci dit, il y en a peut-être qui sont communes aux deux, donc on va quand même les formuler. Alors, j'ai eu une première question posée par le BRGM qui s'étonnait du fait que l'on parlait sur la chaîne libre. Que l'on parlait de stockage de l'eau dans le sol superficiel, mais qu'on abordait peu la question du stockage de l'eau dans les couches plus profondes du sol et du sous-sol. Bon, là, je peux répondre. Et donc, il s'interrogeait sur le fait, Pépite s'intéresse-t-il à cette deuxième question du stockage profond? En fait, non. Pépite, dans l'appel à projet qui est lancé, du moins à ce jour, ne s'intéresse pas au processus de stockage profond de l'eau dans les sous-couches du sol. On est bien centré sur les économies d'eau et le stockage de l'eau, mais dans la sphère plus agricole, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai des questions qui concernent les prairies naturelles. Finalement, où on me dit, tant du côté du développement, avec l'exemple du syndicat d'Alagnon, que du côté de la recherche, du côté de l'INRAE, que finalement, on entend parler beaucoup de prairies temporaires, et finalement très peu de prairies permanentes ou de prairies naturelles. Et c'est une interrogation. Et au-delà de cette interrogation, c'est de savoir quels sont les besoins spécifiques finalement aux prairies permanentes en termes de recherche et de R&D. Donc c'est une première question. Je peux en avoir d'autres, mais je pose celle-ci sur finalement quelle place on donne aux prairies naturelles, aux prairies permanentes dans nos travaux. Alors, est-ce qu'on a encore connecté, parce que c'est vrai que du coup, les intervenants sont plus forcément connectés avec nous une fois que leur intervention est passée. Est-ce qu'on a éventuellement un intervenant encore connecté qui peut apporter une réponse? Sinon, voilà, la question reste et on la garde nous pour pouvoir ensuite solliciter les différents chercheurs, les différentes personnes qui pourraient apporter des éléments de réponse. J'ai reçu aussi deux questions. Alors, la même que celle de Daniel, la part du cigale, et une question sur la mesure de l'AMO, mais plus en profondeur, à 30 cm, au labour profond. Ça, c'est de la part de la dauphinoise pour Joséphine Peigné d'Isara. Du coup, on peut peut-être répondre à cette question, Joséphine? C'est quoi la question? Comment je mesure? Oui, c'est qu'en fait, la question, c'était que l'augmentation du stock de AMO est constatée sur 15 cm, mais est-ce qu'il y a aussi des mesures sur le profil plus profond? Oui, jusqu'à 70 cm. Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui. Oui. Oui, voilà. Joséphine, jusqu'à 70 cm. Ok, ça répond à la question. Voilà. Et juste, précisément, à partir de 15 cm, en dessous, on n'a plus de différence significative du stockage de carbone entre les différentes techniques. Puisqu'on est sur le sol, j'avais une question qui était commune aux deux tables rondes. C'est une question assez précise, qui est finalement quel est le volume d'eau irriguée que l'on peut économiser par l'augmentation de matière organique dans les sols. Donc en jouant sur cette capacité de stockage de l'eau dans le sol, finalement, quelle économie peut-on faire sur l'irrigation? La question, elle était de dire, pas seulement qualitativement, mais d'avoir une estimation un peu quantifiée de cette économie-là.
Oui, Jean-Marie, il y a Benoît qui nous a déjà donné un petit élément là, dans son approche 4 pour 1000. Je ne sais pas s'il est toujours là. Hein. Et peut-être que Yves a quelques éléments ou Oui, éventuellement ça peut renvoyer vers des questions qu'il convienne réellement d'approfondir. Hein. Oui, c'est ça, c'est des choses qu'il faut approfondir, mais on avait le petit visuel qui a montré, c'est Benoît là, donc en fait, on peut augmenter avec 1 point de matière organique de 20% la réserve utile, c'est ça que j'ai en tête, donc en fait, c'est 20% d'eau en plus, grâce à une augmentation de la matière organique. Après, toute la difficulté, c'est d'augmenter le taux de matière organique des sols. Donc, parce qu'en fait, cette étude qu'il a citée, je crois que ça partait sur un sol sableux avec un très faible taux de matière organique. Donc, il est peut-être été assez facile de pouvoir le remonter. Après, si on a des taux de matière organique, par exemple, dans les sols de gravier, de la plaine de Lyon, de la plaine de l'Ain, de la vallée du Rhône, on est autour des 1,8-2%. Pour augmenter la matière organique, c'est déjà un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. Et il faut vraiment faire évoluer les systèmes de culture avec, quand on est en système céréalier, hein, je parle avec des scippants, des intercultures, etc., pour renvoyer un maximum de carbone dans le sol. Quoi. Mais c'est très long, quoi. C'est très long. Non, nous, dans notre essai, au thème de l'Ain, ça va augmenter, mais juste sur 15 cm. Donc ça fait plus d'eau, mais sur 15 cm. Ça augmente pas beaucoup. Ouais, ça augmente pas beaucoup le volume, mais si on arrivait à augmenter conséquemment, ça le ferait. Ce qu'on a sur l'essai. Oui, c'est ça, c'est des choses qu'on peut approfondir, mais on avait le petit visuel qui a montré. C'est Benoît là. Donc alors, en fait, il faudrait qu'un des intervenants coupe la chaîne Lipcast qu'on entend en fond. C'est ça que j'ai en tête. Donc en fait, c'est 20% vous pouvez d'eau. Couper vos micros. Ça a une augmentation de la matière organique. Après tout. C'est bon, on a retrouvé le. Séverine, j'avais une question sur la deuxième table ronde qui vient d'arriver. Donc, je peux la poser pour le coup. Oui. Est-ce que l'on a des éléments sur le stockage de l'eau dans le sol qui concernent plus particulièrement l'agroforesterie? Et est-ce qu'en agroforesterie, il y a une augmentation ou pas de la réserve utile du sol? Et quelles seraient les opportunités vis-à-vis de l'eau pour la production fourragère en agroforesterie? Puis une deuxième question, est-ce que le pâturage des cultures pérennes pourrait augmenter cette réserve utile par augmentation de la matière organique ou par l'apport de déjection qui est trop minime? Donc une question sur l'agroforesterie et puis une autre sur le pâturage des cultures pérennes et le rôle qu'elle peut avoir. Alors, je laisse aussi, on peut laisser la parole donc aux intervenants qui sont encore connectés s'ils souhaitent participer et nous dire ce qu'il en est. Sinon, effectivement, pour moi, ce sont des questions qu'il faudra peut-être creuser et qu'on va garder sous le coude pour nos ateliers, pour les reprendre dans nos ateliers du 28 septembre. Oui, c'est Yves. Est-ce que vous m'entendez? Pour ce qui est agroforesterie, donc Baptiste Labéry vous a présenté un futur projet sur la table. Donc il y aura des rangées d'arbres, mais au milieu il y aura des cultures, des grandes cultures. Hein. Donc on va essayer de travailler prochainement sur ces aspects-là. Donc en fait avec des grandes cultures qui alternent avec des arbres, des amandiers, des pêchers dans le projet TAB que vous a présenté Baptiste. Là. Donc pour l'instant, j'ai pas d'infos plus que ça là-dessus. Et sur le pâturage, je ne saurais pas répondre. Il nous reste 3 minutes, je pense, avant qu'on arrive à la fin de cette première partie du webinaire. Donc, je rappelle, on vous invite à 13h45 à vous reconnecter et on vous invite fortement à suivre les 2 sujets de l'après-midi qui toucheront à la fois l'irrigation et à la fois comment réduire aussi les consommations d'eau dans les bâtiments agricoles, que ce soit des bâtiments d'élevage ou d'autres productions. On a peut-être encore 1 minute pour partager une question, Daniel. Les questions que j'ai sont sur la première table ronde et j'ai l'impression que les intervenants ne sont plus là. J'en avais sur la plateforme de modélisation Maïlia que Sandrine Alain a évoquée
avec des questions posées par Lucille Mazot sur finalement, est-ce que les acteurs du développement peuvent accéder à cette plateforme, est-ce qu'ils peuvent être accompagnés? C'est une plateforme qui permet de modéliser, de simuler finalement des changements de pratiques, par exemple dans un bassin versant, des changements d'assolement, des changements concernant l'irrigation, des changements d'espèces, passer du maïs au sorgho. Donc c'était sur la question de la possibilité d'utiliser finalement ce type d'outils qui sont manipulés par la recherche. J'ai des questions aussi sur finalement beaucoup d'intervenants ont parlé d'expérimentation, de projets en cours et qui s'interrogent sur vraiment la disponibilité de ces résultats. Donc là, à mon avis, il y a un gros travail à faire sur la communication des résultats de ces différents projets, de leur disponibilité et de leur réelle possibilité d'utilisation au-delà du périmètre strict du projet. Donc, ça montre aussi l'intérêt d'avoir une dynamique de valorisation de l'ensemble de ces projets. Et j'avais une question sur tout à l'heure, je crois que c'est Baptiste Labéry qui parlait d'irrigation déficitaire ou restrictive et d'en savoir un peu plus finalement sur les régions et les pays qui utilisaient cette stratégie-là et de quelle référence finalement on avait sur ces pratiques d'irrigation restrictive ou déficitaire. Je peux répondre là-dessus si vous voulez. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Oui, donc très rapidement, c'est effectivement des techniques, donc les PRD, Partial Root Deficit, qui sont testées depuis les années 90 par les chercheurs au départ américains et israéliens, qui ont montré qu'une plante en état de stress hydrique déclenchait une hormone qui s'appelle l'hormone l'acide abscisique, et cette hormone permet de réguler la transpiration, la régulation de l'eau dans la plante. Donc on a 30 ans de recul à l'échelle internationale, donc Amérique, Afrique, Méditerranée. Donc là, on part pas de zéro. Juste si vous le permettez aussi, dans ces expériences et cette ouverture sur le monde, il y a une notion qui n'a pas été évoquée, qui me paraît assez fondamentale aussi dans cette gestion de l'eau. On a parlé d'augmenter la capacité du réservoir sol en augmentant le taux de matière organique. Il y a une notion sur laquelle nous, les producteurs, commencent à travailler et qui nous vient de Tunisie, qui est l'irrigation anticipée. Si on regarde les modèles climatiques, de l'eau, on va en avoir encore sur certaines périodes. L'irrigation anticipée, c'est quoi? C'est arroser avant la saison. Du 15 février au 15 avril, je vais remplir mon stock, donc mon sol, mes 3-4 premiers mètres de sol, je vais le remplir à 100% de ma RFU. Bon, si on regarde les valeurs de ces dernières années, aujourd'hui, on démarre la saison, la campagne agricole, avec des RFU qui sont à 50-60%. Donc, effectivement, le stockage de l'eau, c'est pas la question voilà, dans Pépite à une échelle de retenue collinaire ou de gestion collective, mais je pense qu'il faut vraiment pas négliger le stockage de l'eau dans nos parcelles. On a des super réservoirs qu'on va améliorer avec la matière organique, mais on peut aussi travailler, c'est à tout simplement les remplir en début de saison et partir et avec des notions-là et vraiment voir l'irrigation à contre-temps. Il y a quelque chose à travailler vraiment dans le cadre de Pépite, je pense là-dessus. Écoute, merci Benoît pour avoir ouvert aussi sur ce sujet qu'effectivement on n'a pas forcément mis à l'ordre du jour aujourd'hui. Pour vous dire aussi qu'il y avait eu donc un travail enfin pas biblio, mais plutôt un état des lieux des travaux qu'on a conduit dans le cadre du comité technique et qui voilà, pourra être affiché, qu'on pourra vous partager. Thomas l'a annoncé tout à l'heure, on aurait dû l'afficher dans la salle, on ne peut pas, mais voilà, on pourra s'appuyer aussi sur cet état des lieux. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce matin.